Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Morzine est une station de ski de Haute-Savoie située dans les Alpes françaises près de la frontière suisse. Ce village d'apparence calme va connaître à la fin du XIXe siècle, et plus précisément de l'année 1957 à l'année 1870, 13 années de mystère et d'horreur. Laissez-moi vous raconter pourquoi. En 1857, Morzine est un village de 1500 âmes. Isolé du reste du monde, il fait encore partie du royaume sarde à cette époque, et les routes menant à Thonon ne sont pas encore aménagées. Ce n'est pas encore la station de ski où des milliers de skieurs se pressent désormais chaque année. À la fin du XIXe siècle, les habitants de Morzine sont essentiellement des paysans vivant de leur récolte. Ils vivent en autarcie et la consanguinité est très présente, favorisant les maladies mentales mais aussi physiques. La population est en grande partie catholique pratiquante. Nous allons désormais suivre Péronne Tavernier. Ce 14 mars 1857, elle a 10 ans, elle sort de chez elle pour se rendre à l'école. Elle longe la rivière de la Drance et est témoin d'un terrible accident. Une de ses camarades a glissé dans la rivière et est en train de se noyer. Heureusement, la jeune fille est sauvée par des habitants du village qui viennent à son secours. Elle survivra, mais cet événement va laisser dans l'esprit de Péronne un profond traumatisme, qui sera le déclenchement d'une longue série de mystérieux cas de possession. Péronne, bien que profondément choquée par ce qu'elle venait de voir, se rendit tout de même à l'école. Elle ne se sentait vraiment pas bien, et quelques heures après l'accident qui aurait pu être fatal à sa camarade, Péronne fut prise de spasmes et de convulsions incontrôlées et s'évanouit. Elle sera ramenée chez elle pour qu'elle puisse se reposer, mais 3 jours plus tard, les convulsions reprennent de plus belle, alors qu'elle se trouve à l'église. Ces phénomènes ne se calment pas pour autant, et les cris sont désormais quotidiennes. Quelques semaines plus tard, Péronne se trouve avec Marie, sa sœur, avec qui elle garde des chèvres. Marie est à son tour prise de convulsions comme sa sœur Péronne. Les mêmes symptômes. Mais les 2 filles, de nature calme et obéissante, vont maintenant se mettre à opter pour un langage beaucoup plus vulgaire et obscène. Elles deviennent de plus en plus violentes avec les crises qui s'accentuent. Les 2 jeunes filles disent être habitées par 3 démons, l'avare, le voleur et le bûcheron. Cela ne va pas s'arrêter à Péronne et sa sœur Marie, car c'est désormais une dizaine de jeunes filles qui sont maintenant victimes de ce mal mystérieux. Lors de la messe de l'Assomption le 15 août 1857, plusieurs jeunes femmes vont se mettre à convulser et blasphémer. C'est le chaos total. Les femmes tombent à terre, s'arc-boutent, telles des scènes du film L'Exorciste, et vont même jusqu'à faire tomber des fioles d'eau bénite. Face à ces nombreuses convulsions inexpliquées, le docteur Buet, qui est le seul médecin du coin, ne savait plus où donner de la tête. Complètement dépassé par les événements, il fit appel aux autorités sardes. Ces dernières délèguent sur place des carabiniers et le docteur Tavernier de Thonon. Celui-ci ne croyait d'ailleurs pas aux cas de possession. Il expliquait plutôt ces phénomènes comme des crises liées à la digestion. Son pronostic était de séparer les femmes touchées, car selon lui, cela pouvait être aussi un phénomène de groupe. Mais nous reviendrons plus tard sur les autres suppositions par rapport à ces étranges possessions. Par ailleurs, les habitants de Morzine ne sont pas du tout d'accord avec le docteur Tavernier et exigent la venue d'un exorciste. À cette époque, le diable est très présent dans les croyances populaires. Et le curé Pinger va se lancer contre l'avis de ses autorités dans un exorcisme avant de se rétracter et de déclarer à la foule de villageois être malade. « Mes frères, je me suis trompé. La maladie qui nous frappe ne vient pas du diable, c'est une maladie naturelle. » Cette phrase va déchaîner les passions et le curé échappe de peu à une mort certaine, tant ses propos déchaînent colère et violence auprès des habitants du village maudit. La presse à scandale commence à s'emparer de ce phénomène inexpliqué qui dépasse maintenant les frontières de la Haute-Savoie. L'année 1864, soit 9 ans après les premiers événements, sonne le paroxysme des possessions avant un essoufflement des cas jusqu'en 1870. L'évêque d'Annecy se rend à Morzine pour la messe de confirmation des premiers communions. Sa présence suscite une vague d'hystérie. Ulcérés par son refus de pratiquer l'exorcisme, les possédés l'agressent, l'insultent, lui crachent même au visage. Les autorités sont dépassées. Plus personne ne sait quoi faire pour ces malades. Néanmoins, il semblerait que les choses finirent par se calmer d'elles-mêmes, jusqu'à la fin de tous les événements en 1870. Nous allons désormais aborder les différentes hypothèses qui ont été émises pour justifier de ces cas de possession démoniaque, ou non.
Avant tout, je souhaitais aborder le spiritisme et le diable dans l'imaginaire collectif du XIXe siècle. L'image du diable est très présente au XIXe siècle, et elle s'humanise notamment grâce à la littérature et des œuvres littéraires comme par exemple Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire ou encore Les Contemplations de Victor Hugo. Il y a aussi une revue publiée par Léo Taxil et Charles Axe sous le pseudonyme de Dr Bataille qui s'intitule Le diable au XIXe siècle. Cette revue est présentée comme le récit d'un témoin catholique sur le culte offert au diable. Le récit dénonce satanisme et luciférisme tout azimut. Francs-maçons, spirites, anglais, protestants, bouddhistes. De plus, le docteur Bataille rapporte de nombreux miracles censément accomplis par les adorateurs du diable. Même si un large lectorat a cru en la véracité du diable au XIXe siècle, ce récit d'un témoin est une pure fiction, ce que ses auteurs ont reconnu plusieurs années plus tard. Le XIXe siècle fut également un âge d'or pour le spiritisme, avec pour véritable vedette des femmes. Celles-ci y trouvaient une véritable liberté de transgression inédite. Elles s'en serviront comme un véritable outil d'émancipation. L'année 1853 marque en effet le début de la vogue des tables tournantes en France. Cette pratique, née aux États-Unis en 1848, traverse l'Atlantique, exportée d'abord en Grande-Bretagne par des curieux, puis sur le continent européen. Les femmes médiums apparaissent peu à peu à cette époque-là. Elles se font entendre, organisent des réunions, des conférences. Elles ont enfin la parole et s'emparent de ce pouvoir, entre autres grâce au spiritisme et à leur pouvoir, selon elles, de communiquer avec l'au-delà et le diable. Ce qui remet aussi en question les dogmes catholiques. Cette parenthèse faite autour du diable et du spiritisme en France au XIXe siècle, revenons-en maintenant à Morzine et aux causes probables, mais aussi peu probables, qui ont mené plus de 200 femmes âgées de 7 à 70 ans à sombrer dans une folie inexplicable. Tout d'abord, il y a la supposition paranormale. En effet, la première possédée, Péronne Tavernier, avait d'abord affirmé que ses cris étaient apparus après qu'une vieille femme du village de G l'avait touchée à l'épaule. Elle aurait ensuite été possédée par 3 démons, l'avare, le voleur et le bûcheron. D'autres explications plus rationnelles ont été avancées, comme la consanguinité dans ce village très reculé du reste de la France, ou encore une intoxication à l'ergot de seigle. Ce champignon qu'on retrouvait dans la farine qui servait à la fabrication du pain, une fois ingéré par l'homme, pouvait provoquer des convulsions, des spasmes musculaires, des vomissements ou encore des hallucinations. Il y a eu d'ailleurs plusieurs affaires avec l'ergot de seigle, notamment l'affaire du pain maudit. Une série d'intoxications alimentaires qui frappa la France pendant l'été 1951. Cela se passa à partir du 16 août à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Cette intoxication fera 7 morts. 50 personnes seront internées dans des hôpitaux psychiatriques et 250 personnes atteintes de symptômes plus ou moins graves ou durables. En conclusion, bien qu'on ne sache pas encore exactement la cause de ces différentes possessions de plus de 200 femmes qui ont touché le village de Morzine entre les années 1857 et 1870, ce cas des plus étranges reste une affaire mystérieuse, non élucidée, mais qui reflète néanmoins les peurs et les angoisses de ce siècle nouveau, qui est le XIXe siècle. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.